Ma fille m'a détesté quand j'ai révélé l'affaire de mon frère avec ma femme lors de son anniversaire. Elle a dit, « Tu n'as jamais été mon père, tu as ruiné ma vie et m'as humilié devant tout le monde. » Mais le test ADN l'a laissé sans voix. J'ai à peine pu contenir ma rage alors que je me tenais là, regardant les deux personnes qui avaient détruit ma vie. Mon propre frère, celui en qui j'avais le plus confiance, m'a trahi avec ma femme, ma partenaire de près de 2 décennies. Et pour aggraver les choses, ma propre fille s'est retournée contre moi. Le poids de leurs mensonges et de leurs tromperies m'a écrasé, et je savais que la vérité devait éclater, peu importe le coût. Je m'appelle Xavier. J'ai 40 ans et j'ai toujours été fier d'être un bon mari pour Gabrielle, 38 ans, ma femme, et un père dévoué à notre fille Isabelle, 18 ans. Je n'ai jamais été un homme méfiant. Je n'ai jamais été du genre à créer des théories absurdes ou à me laisser emporter par des commentaires malveillants, mais avec le temps, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. J'ai toujours entendu des amis et des membres de la famille dire qu'Isabelle était le portrait craché de Mathieu, mon frère aîné. Des commentaires désinvoltes et des rires innocents, mais ils ont commencé à me ronger de l'intérieur. Pourtant, je l'ai écarté. Après tout, mon frère a toujours été présent dans nos vies et je n'ai jamais eu de raison de douter de sa loyauté ou de celle de Gabrielle. Tout a changé un après-midi banal lorsque Mathieu a fait une blague qui m'a retourné l'estomac. Nous regardions de vieilles photos d'Isabelle quand il a ri et a dit « Mec, regarde cette photo de la jeune Isa. Elle ressemble à une version féminine de moi, presque comme si elle était ma fille, n'est-ce pas ?» La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde, mais ensuite il a ri comme si c'était quelque chose de trivial. Mais pour moi, ce n'était pas drôle. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Pour la première fois, mon esprit est allé à un endroit que je n'avais jamais osé fouler, mais je voulais toujours croire que c'était juste une blague inoffensive. Cependant, après ce jour, j'ai commencé à observer de plus près. Gabrielle évitait le sujet lorsqu'il parlait de la ressemblance d'Isabelle avec Mathieu, elle changeait toujours de sujet ou riait bruyamment. Mathieu, d'un autre côté, ne semblait jamais mal à l'aise, ce qui m'a encore plus dérangé. Et puis ma tête a commencé à travailler contre moi. Je me suis souvenu comment, dans les premières années de mon mariage, Mathieu et Gabrielle étaient proches, peut-être même trop proches. Est-ce que j'exagérais, me torturant pour rien? Ou y avait-il quelque chose là que je ne voulais tout simplement pas voir? J'ai décidé que je devais me sortir ce doute de la tête. Il ne servait à rien de spéculer, j'avais besoin d'une vérité concrète, pas d'une paranoïa sans fondement. Alors, sans rien dire à personne, j'ai fait l'impensable. J'ai discrètement prélevé un échantillon d'ADN d'Isabelle et je l'ai envoyé pour analyse. Je me suis senti sale pour cela. Un père ne devrait pas avoir à prouver sa paternité à sa propre fille, mais en même temps, quelque chose en moi criait que j'avais besoin de savoir. Les semaines d'attente ont été une torture. Je me suis retrouvé à rejouer chaque détail de mon mariage, chaque moment de bonheur, chaque rire d'Isabelle, chaque expression de Gabrielle. Et si tout n'était qu'une grande illusion? Et si j'étais sur le point de détruire ma propre famille avec une paranoïa insensée? Le résultat est arrivé un lundi matin. Je tremblais en ouvrant l'enveloppe. Mon cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai lu les mots 1, 2, 3 fois, mais ils ne changeaient pas. Ils ne pouvaient pas changer. Le test était clair et irréfutable. Je n'étais pas le père biologique d'Isabelle. Mathieu l'était. Mon corps s'est senti comme un nœud grotesque dans ma gorge. Pendant 20 ans, j'ai été trompé. Pendant 20 ans, j'ai vécu un mensonge. Je me suis assis sur le canapé, essayant de respirer, essayant de traiter ce que cela signifiait. Gabrielle m'a trompé avec mon propre frère. Isabelle, ma fille, n'a jamais vraiment été la mienne. Comment regarder sa propre femme et son frère de la même manière après ça? Je ne savais pas, mais une chose dont j'étais sûr, c'est qu'il pensait que je ne le découvrirais jamais, seulement maintenant, tout était sur le point de changer. Je tenais ce test ADN si fort que mes mains ont commencé à transpirer. Mon cœur battait de manière erratique, comme si mon propre corps rejetait la vérité que mes yeux lisaient. Mais j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Alors, ce soir-là, j'ai attendu que Gabrielle rentre à la maison et je l'ai regardée avec le papier dans les mains. Ma voix était ferme mais pleine de douleur. Dis-moi que c'est une erreur. Je voulais qu'elle rie, qu'elle dise que j'étais ridicule, que c'était un gâchis absurde. Mais ce que j'ai vu était bien pire. Elle est devenue pâle, a détourné le regard, puis a commencé à pleurer. Et à cet instant, j'ai su.
J'ai su que tout était vrai. Elle a essayé de parler mais sa voix était faible, brisée par la culpabilité, le poids des années de mensonges. Je le regrette, Xavier, mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire. J'ai senti un goût amer dans ma bouche, tu n'as jamais eu le courage ou tu n'as jamais voulu perdre le confort du mensonge. Mes doigts ont serré le papier comme pour empêcher ma tête d'exploser. Je voulais crier et casser quelque chose, mais tout ce que j'ai fait, c'est rester là, sentant chaque parcelle de ma confiance se briser. Depuis combien de temps? Ma voix était plus basse que je ne l'attendais. Elle a sangloté et a essayé de sécher ses larmes, mais je ne voulais pas de pitié, je voulais la vérité. C'était au début de notre mariage. Mathieu. Son nom me brûlait à l'intérieur comme de l'acide. Mon propre frère, l'homme qui a grandi avec moi, qui partageait des jouets, que j'ai aidé à sortir du pétrin, l'homme que j'ai défendu tant de fois et qui a couché dans mon dos, a couché avec ma femme. J'ai serré les poings, essayant de tenir bon. Et est-ce qu'il savait? J'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin de savoir si mon propre frère portait ce mensonge avec lui. Gabriel a pris une profonde inspiration et a laissé échapper une seule phrase qui a brisé ce qui restait de moi, oui, il a toujours su. Mon monde s'est effondré. Avant que je puisse traiter l'information, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et il était là. Mathieu est entré dans la pièce avec ce sourire paresseux, comme si la vie pour lui était une blague éternelle. Mais dès que nos yeux se sont croisés, il a su. Il a réalisé que je savais. Le sourire a disparu et, un instant, il a semblé plus petit, plus fragile. Xavier, a-t-il commencé à parler, mais je ne l'ai pas laissé faire. Non. Pas d'excuses. Pas de maudites explications. J'ai jeté le test ADN sur la table et je l'ai regardé ramasser le papier. Ses yeux ont parcouru le document et quand il l'a lâché, son expression s'est transformée en quelque chose entre la culpabilité et la résignation. C'était une erreur, a-t-il marmonné. Une erreur. Ma vision est devenue rouge. Des années d'amitié, de confiance, de fraternité réduite à un simple c'était une erreur. Je me suis approché de lui, sentant mon sang bouillir, sentant une envie violente que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais ensuite, j'ai regardé Gabriel, qui pleurait toujours sur le canapé, et j'ai réalisé quelque chose. Ils ne méritaient pas que je m'abaisse à leur niveau. Pas là. Pas comme ça. Vous méritez l'un l'autre. Ma voix était froide. Mathieu a essayé de dire quelque chose mais j'ai levé la main, coupant toute tentative de dialogue. Je veux que vous ressentiez ce que je ressens en ce moment. Et je vous promets que vous le ressentirez. J'ai quitté la pièce avant de perdre le contrôle. Chaque pas que je faisais m'éloignait d'une vie que je pensais réelle. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a commencé à grandir. Je ne laisserai pas passer ça en silence. Je pourrais quitter cette maison maintenant, disparaître dans le monde et les laisser gérer le désordre qu'ils ont créé, mais non. Ils m'ont trompé pendant 18 ans. J'attendrai le bon moment et, quand il arriverait, la vérité leur exploserait au visage. Les jours suivants, je pouvais à peine respirer sans sentir une boule dans la gorge. La maison qui était autrefois mon refuge me semblait maintenant une prison où chaque mur chuchotait la trahison que j'avais découverte. Gabrielle a essayé de me parler, mais je ne voulais pas écouter. Que pouvait-elle dire qui changerait le fait qu'elle m'ait trompé pendant 18 ans? Mathieu évitait de se montrer et Isabelle, à ma fille, la seule innocente dans cette histoire, continuait de vivre sans avoir la moindre idée de la bombe qui allait exploser. Et puis j'ai su que son anniversaire serait la scène parfaite. Gabrielle, sans même imaginer ce que j'allais faire, a organisé une fête somptueuse pour célébrer les 18 ans d'Isabelle. Décoration impeccable, serveurs servant du champagne, amis et famille réunis pour ce qui devrait être un moment heureux. Mais pour moi, ce n'était que du théâtre, un mensonge interprété par des acteurs médiocres. Je suis resté discret, regardant Mathieu sourire comme si de rien n'était, Gabrielle prétendant être une épouse dévouée. Mais le mieux de tout, c'est qu'il pensait que je resterais silencieux. Il pensait que j'accepterais cette humiliation et que je continuerais ma vie. J'ai pris le micro quand tout le monde était distrait, trinquant et riant, et j'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que mon propre corps essayait de m'empêcher de parler, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai regardé Isabelle, qui souriait sans savoir que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Joyeux anniversaire, ma fille. Mais avant tout toast, je dois te dire quelque chose que ta mère et ton vrai père ont caché pendant 18 ans.
Un silence absolu a rempli la salle. Je pouvais voir Gabriel se figer de l'autre côté de la table, sa main tremblante tenant le verre de vin. Mathieu, autrefois détendu, est devenu rigide. Isabelle a froncé les sourcils. De quoi parles-tu, papa? Ma poitrine me faisait mal. Je ne voulais pas la blesser, mais elle devait savoir la vérité. Je n'étais pas ton père. Je l'ai dit haut et fort, laissant chaque mot suspendu dans l'air comme des lames acérées. Et puis je me suis tourné vers Mathieu. Cet homme ici, cet homme que tu appelles oncle, c'est ton vrai père. La surprise sur le visage d'Isabelle était comme un coup de poing à l'estomac, mais ce qui a vraiment fait trembler la terre, c'est quand j'ai sorti le test ADN de ma poche et que je l'ai brandi pour que tout le monde le voie. Je ne mentais pas. J'avais la preuve. Gabriel a laissé tomber sa tasse par terre. Les morceaux se sont éparpillés comme ce qui restait de notre famille. Mathieu est devenu pâle comme un fantôme, incapable de dire un seul mot. Et Isabelle, ma petite fille, ma fille, me regardait comme si j'étais un monstre. Tu mens. La douleur dans sa voix m'a presque fait hésiter. Mais j'ai juste secoué la tête. J'aimerais que ce soit un mensonge, Isa, mais ce n'est pas le cas. Et là, devant tout le monde, la vérité a été révélée. Ce que Gabriel et Mathieu avaient caché pendant des années était maintenant exposé sous les lumières vives de cette fête somptueuse. Le secret qu'ils avaient protégé si longtemps avait été écrasé en une seule nuit. Le chaos s'est emparé de l'endroit. Les gens murmuraient sous le choc, les amis d'Isabelle sont partis sans rien comprendre, et ma mère s'est évanouie là, au milieu de la pièce. Mon père s'est levé, en colère, le poing serré, prêt à frapper Mathieu sur le champ. J'ai juste pris une profonde inspiration. J'avais terminé ce que j'étais venu faire. Maintenant, qu'ils fassent face aux conséquences de leur propre saleté. Je suis sorti de cette pièce sans regarder en arrière. Le son du micro frappant le sol résonnait encore à mes oreilles, mêlé de cris, de larmes et de confusion générale. Ma poitrine était lourde, comme si un camion m'avait écrasé, mais en même temps, il y avait un soulagement cruel là. Je n'étais plus le clown de la farce qu'ils avaient montée. Je les ai forcés à faire face à ce qu'ils ont fait. Mais malgré toute la douleur, le pire coup était encore à venir. J'avais à peine atteint la voiture quand j'ai entendu des pas courir derrière moi. Je me suis retourné et j'ai trouvé Isabelle, le visage rouge, les yeux pleins de haine. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis resté immobile un instant, essayant de comprendre ses mots. Et je lui ai fait ça. Un rire amer m'a échappé de la gorge. Isa, je n'ai rien fait. Ce sont eux qui t'ont menti toute ta vie. Mais elle ne voulait pas l'entendre. Sa douleur s'était transformée en colère, et toute cette colère était dirigée contre moi. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle crié. Tu m'as humilié devant tout le monde. Ma fille, la fille que j'ai élevée, la fille que j'aimais comme si elle était la mienne, me regardait maintenant comme si j'étais un monstre. Et ça, c'était le pire coup de poignard de tous. Je voulais la prendre par les épaules et la supplier de comprendre. Mais comment expliquer quelque chose comme ça? Comment puis-je lui faire voir que j'étais la victime dans cette histoire? Elle était au milieu de la tempête et dans son esprit, c'était moi qui l'avais poussée. Sans crier gare, pas Mathieu, pas Gabriel. Et cela a brisé ce qui restait de mon cœur. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a lâché la phrase qui m'a brûlé l'âme. Tu n'es pas mon père. Tu ne l'as jamais été. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait plus rien à faire. J'étais mort pour ma fille. Elle préférait croire à la version plus confortable de l'histoire dans laquelle j'étais le méchant et sa mère et Mathieu étaient simplement des victimes des circonstances. Et vous voulez savoir quoi? Je n'avais plus la force de me battre. Le poids de 18 ans de mensonges, de trahison et de sacrifices jetés à la poubelle m'a finalement écrasé. Si c'est comme ça que tu le veux, qu'il en soit ainsi. Je me suis éloigné sans regarder en arrière et je suis monté dans la voiture. Je venais de tout perdre, ma famille, ma fille, ma propre identité. J'ai conduit sans but pendant des heures, ne sentant que la douleur lancinante dans ma poitrine, un mélange de colère et de désespoir que je ne savais pas comment gérer. À un moment donné, je me suis arrêté dans un hôtel au hasard et je suis entré dans la chambre sombre, laissant le silence me consumer. Aurais-je dû exploser plus tôt? Aurais-je dû simplement tenir bon et passer à autre chose? Rien ne semblait juste. Le Xavier qui est entré à cette fête n'existait plus. L'homme qui se regardait maintenant dans le miroir était quelqu'un sans maison, sans famille, sans but.
Mais s'il y avait une chose que je savais, c'est que je ne voulais plus jamais voir aucun d'entre eux. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas rester dans cette maison, je n'allais pas partager le même toit que Gabriel en attendant un miracle qui n'arriverait jamais. J'ai pris le téléphone et j'ai fait la seule chose qui était encore sous mon contrôle. J'ai appelé mon avocat. Je veux un divorce et je veux qu'il soit rapide. Ce qui restait de mon mariage était mort cette nuit-là. Et à propos d'Isabelle, si elle ne voulait pas de moi dans sa vie, alors je n'allais pas la forcer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la poitrine lourde et l'esprit épuisé. La décision était déjà prise, mais cela ne rendait pas le fardeau plus léger. Le Xavier qui existait avant cette nuit était mort. J'ai appelé mon avocat et je lui ai demandé de commencer immédiatement la procédure de divorce. Je ne voulais rien de cette maison. Chaque pièce, chaque meuble, chaque souvenir était une blessure ouverte. Gabriel pouvait tout avoir. Je voulais juste de la distance, de la paix et le peu de dignité qu'il me restait. Et par-dessus tout, je voulais que Mathieu et elle gèrent seuls les dégâts qu'ils ont causés. Quelques heures plus tard, je suis rentré à la maison juste pour prendre quelques vêtements et signer les papiers. Gabriel était là, m'attendant. Son visage était enflé d'avoir tant pleuré, ses yeux rouges, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Plus maintenant. Quand elle m'a vu, elle a couru vers moi et m'a pris la main. « Xavier, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça ensemble. » J'ai ri, un rire amer sans humour et sans âme. « Tu as menti pendant 18 ans. Mon propre frère était son amant. Ma fille, celle que j'ai élevée, me déteste maintenant. Et tu penses qu'on peut surmonter ça? » J'ai retiré ma main de la sienne et je suis allé directement au document. Mon adieu était là, en encre noire et en papier blanc. Mais avant de signer, j'ai regardé Gabriel et j'ai dit la seule chose qui restait à dire. « C'est ta fille maintenant. Retourne-toi. » Elle s'est étranglée avec ces mots comme si elle comprenait enfin ce qu'elle perdait. « Non, Xavier, tu as toujours été son père. Tu ne peux pas simplement partir. » Mais j'étais déjà parti bien avant ce moment. Elle s'attendait à ce que je lui pardonne, à ce que je reste là à faire semblant que rien ne s'était passé. Non. J'avais donné 18 ans de ma vie à un mensonge. Maintenant, je ne devais plus rien à personne. Mathieu ne s'est pas montré, bien sûr. Il savait que s'il le faisait, il n'en sortirait pas indemne. Il se cachait probablement, attendant que la tempête passe. Mais il ne comprenait toujours pas une chose. Ce n'était pas une tempête. C'était un ouragan qu'il avait lui-même créé et maintenant il devrait faire face aux débris seul. J'ai signé les papiers sans hésitation et j'ai tout laissé derrière moi. À ce moment-là, Gabriel s'est effondré sur le canapé, pleurant, murmurant des choses que je ne voulais plus entendre. Le son de sa supplique a résonné alors que je sortais par la porte, mais pour moi, cela ne signifiait plus rien. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, perdre ma fille ou réaliser qu'elle n'a jamais vraiment été la mienne. Mais une chose était sûre, je ne supplierais pas pour être dans la vie de qui que ce soit. Si Isabelle voulait croire que j'étais le méchant, qu'elle le croie. Si elle choisissait Mathieu, qu'elle le choisisse. Le temps montrerait qui était vraiment là pour elle. Et si jamais elle comprenait la vérité, peut-être serait-il trop tard. J'ai quitté cette maison sans rien emporter d'autre que les vêtements que je portais et le poids d'une trahison qui ne pourrait jamais être réparée. Mais il y avait quelque chose en moi que personne d'autre ne pouvait toucher. J'étais toujours Xavier. Et je recommencerai. Laisser tout derrière moi, c'était comme m'enlever une partie de moi-même. La douleur n'a pas disparu du jour au lendemain, mais chaque kilomètre que je m'éloignais de cette ville était un pas vers ma liberté. Je ne savais pas exactement où aller, je savais juste que je ne pouvais pas rester. Sans Isabelle, sans famille, sans raison de rester là. J'ai fait la seule chose qui avait du sens. Je suis parti sans regarder en arrière. J'ai passé des semaines à conduire sans but, m'arrêtant dans des villes au hasard, essayant de combler le vide par le mouvement. Mais la douleur m'accompagnait. Les nuits étaient les pires. Je me retrouvais à tout revivre dans ma tête, comme si mon cerveau refusait d'accepter ce qui s'était passé. Est-ce qu'Isabelle pensait à moi? Est-ce que Mathieu et Gabriel vivaient leur vie comme si de rien n'était? Ces questions me tourmentaient, mais je savais que je n'aurais jamais de réponse. J'ai fini par choisir Austin, au Texas. J'avais besoin de repartir de zéro dans un endroit où personne ne connaissait mon histoire, où je n'étais pas l'homme trahi, le père qui a tout perdu, le frère trompé.
J'ai donc loué un petit appartement et j'ai commencé à chercher quelque chose pour me donner un but à nouveau. Les premiers mois ont été les plus difficiles. J'avais assez d'argent pour bien vivre pendant un certain temps, mais la solitude m'écrasait. La douleur de la trahison était encore un poison qui coulait dans mon sang. Je me réveillais chaque matin en sentant un trou dans ma poitrine, un vide qu'aucun nouveau départ ne semblait pouvoir combler. Mais avec le temps, j'ai réalisé que me morfondre dans la douleur ne changerait rien. J'ai donc fait ce que je savais faire de mieux, j'ai travaillé. J'ai trouvé un petit restaurant à vendre et je l'ai acheté. Un endroit simple, sans beaucoup de luxe, mais qui m'a redonné un but. La cuisine a toujours été ma thérapie et, dans cet espace, pour la première fois depuis des mois, je me suis senti vivant. Chaque plat servi était un morceau de mon passé que je reconstruisais, la preuve que je pouvais avancer. Et les clients ont commencé à le remarquer. Mon restaurant est devenu plus qu'une entreprise, il est devenu mon refuge. C'est dans ce restaurant que j'ai rencontré Luciana, une femme au sourire facile mais au regard qui semblait voir au-delà de mes cicatrices. Elle ne connaissait pas mon histoire et je ne voulais pas la raconter. Pour la première fois depuis très, très longtemps, quelqu'un m'aimait sans connaître les fantômes qui me hantaient. Au début, j'ai essayé de garder mes distances. La peur de faire à nouveau confiance me hantait toujours. Mais Luciana était différente. Elle ne forçait rien, elle ne poussait pas. Elle était là et, petit à petit, sans que je m'en rende compte, elle m'a aidé à croire qu'il y avait encore quelque chose de bon qui m'attendait. Mais la douleur ne disparaît jamais complètement. Certaines nuits, je me réveillais encore au milieu de la nuit, me demandant comment allait Isabelle, si elle me manquait, si elle comprendrait un jour ce qui s'était vraiment passé. Je savais que pour elle, j'étais le méchant, l'homme qui avait détruit sa fête d'anniversaire, qui avait révélé la vérité d'une manière cruelle, qui avait ruiné sa vie. Mais se rendrait-elle compte un jour que la vraie destruction avait commencé bien avant moi? J'évitais de chercher des informations sur elle, mais parfois je me surprenais à me demander, allait-elle bien? Est-ce que Mathieu était toujours là? Est-ce que Gabriel était passé à autre chose? Des questions auxquelles je n'oserais jamais répondre. Au fil des ans, mon restaurant a grandi. Je me suis reconstruit, brique par brique, sans hâte mais avec fermeté. À chaque plat servi, à chaque client satisfait, je me souvenais que la vie ne s'était pas terminée cette nuit fatidique. J'aurais pu sombrer dans l'apitoiement sur moi-même, mais j'ai décidé d'avancer. J'ai choisi de devenir quelqu'un de meilleur, même sans la famille que je pensais avoir pour toujours. Mais le passé était-il vraiment laissé derrière? Puis, un jour, alors que je fermais le restaurant, je me suis surpris à regarder la porte, attendant quelque chose que je ne pouvais même pas expliquer. Peut-être que j'attendais toujours que le passé frappe à ma porte. Mais étais-je préparé à cela? Les années ont passé et, petit à petit, j'ai commencé à sentir que ma vie prenait enfin un cours différent. Je n'étais plus l'homme qui avait quitté cette maison le cœur brisé. Mon restaurant prospérait, Luciana était à mes côtés et, pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est que le passé a une manière cruelle de revenir. Et pour Mathieu, le passé n'est pas seulement revenu, il l'a détruit. Je n'ai jamais cherché à savoir comment allaient Gabriel et Isabelle, mais les nouvelles de Mathieu m'ont atteint sans que j'aie à les chercher. La première chose que j'ai su, c'est que notre père avait complètement coupé les ponts avec lui. Mathieu n'était pas seulement un traître, il était une honte pour notre famille. Mon père, un homme aux valeurs strictes, ne pouvait tout simplement pas accepter que son propre fils ait fait quelque chose d'aussi sale. Il l'a renié sans une seconde pensée. Mathieu a perdu le respect de notre famille et, avec lui, il a également perdu tout soutien financier. Et Gabrielle, eh bien, elle a essayé d'avancer avec lui. Peut-être parce qu'elle croyait qu'après tout, c'était la seule chose qui lui restait. Mais la culpabilité a une manière silencieuse de ronger une relation. Avec le temps, la pression de la société, les regards de travers, les chuchotements ont commencé à faire des ravages. Ils ont essayé de vivre en couple, mais comment construire quelque chose de solide quand les fondations sont faites de trahison? Gabriel était jugé par tout son entourage. Les amis se sont éloignés, les voisins chuchotaient. Sa famille ne l'a plus jamais regardé de la même manière. Et Mathieu, eh bien, il a découvert que perdre ma confiance n'était que le premier pas vers sa chute. Sans le soutien de sa famille, sans amis qui le respectaient, il est devenu de plus en plus isolé. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est qu'il a perdu son emploi. Mathieu a toujours travaillé dans le secteur des investissements, mais personne ne veut associer son entreprise à un homme impliqué dans un scandale familial.
Son nom est devenu un fardeau. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement étaient maintenant fermées pour toujours. Il a essayé de créer sa propre entreprise, mais a échoué. Sans soutien, sans crédibilité, sans capital suffisant, tout s'est effondré. La trahison qu'il a planifiée l'a suivi partout. Il semble que l'univers payait sa dette. Et puis j'ai découvert la pire arnaque de toutes, Gabrielle l'a quitté. Ce ne fut pas quelque chose d'immédiat, mais après un certain temps, il est devenu clair qu'elle ne pouvait plus supporter cette culpabilité. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle avait sacrifié un mariage stable pour une illusion. Peut-être qu'elle a réalisé que Mathieu n'en valait jamais la peine. Le fait est que, tout comme il m'a trahi, Gabrielle l'a également abandonné. Et maintenant, il était seul, tout comme je l'étais avant. Mais la différence, lui, non. Quand j'ai appris tout cela, j'ai ressenti une certaine satisfaction. Mais j'ai aussi réalisé que même la pire vengeance ne peut effacer les cicatrices. Mathieu payait pour tout ce qu'il avait fait. Mais est-ce que cela a fait disparaître ma douleur? Je pensais avoir tout laissé derrière moi, mais la vérité est que, au fond, l'ombre du passé planait toujours sur moi. Et comme je l'ai découvert plus tard, cette histoire n'était pas encore terminée. 5 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté cette maison et laissé Mathieu et Gabrielle derrière moi. 5 ans sans regarder en arrière, sans chercher de nouvelles, sans permettre à l'ombre de la trahison de continuer à avoir du pouvoir sur moi. Mais comme on dit, le passé a une manière cruelle de nous retrouver, peu importe à quelle distance nous essayons de courir. Et un jour, il m'a trouvé sous la forme d'un appel téléphonique inattendu. J'ai répondu au téléphone avec désinvolture, pensant que c'était un problème avec le restaurant. Mais quand j'ai entendu la voix à l'autre bout du fil, tout mon corps s'est tendu. Xavier, c'est moi. C'était ma mère. Mais son ton maintenant n'était pas un ton d'hésitation, c'était un ton d'urgence. C'est Mathieu. Il est très malade. J'ai gardé le silence, mon cœur battant plus vite, mais pas par inquiétude, par colère, par ressentiment, par tout ce que je portais encore en moi. Et pourquoi devrais-je m'en soucier? Ma voix est sortie froide, mais ma mère a soupiré de l'autre côté. Parce qu'au fond, il est toujours ton frère. Et il veut te voir. Il veut me voir. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Le même homme qui a détruit ma vie, le même homme qui ne s'est jamais vraiment excusé, qu'est-ce qu'il attendait de moi? Que je me présente à son chevet comme si de rien n'était. Ma première réaction a été de rejeter complètement l'idée. Mais pour une raison quelconque, cet appel n'arrêtait pas de résonner dans ma tête. Et si je ne le faisais pas? Et si je passais le reste de ma vie à me demander ce qu'il voulait me dire? Peut-être que ce n'était pas pour lui, mais pour moi. J'avais besoin de clore ce chapitre une fois pour toutes. Alors, le lendemain, je suis allé à l'hôpital où Mathieu était admis. Quand je suis entré dans la chambre, je l'ai à peine reconnu. Il ne ressemblait qu'à une ombre de l'homme qu'il était autrefois. Il était pâle, mince, fragile. La trahison, la culpabilité, l'abandon, tout cela avait fait des ravages. Il m'a regardé et un léger sourire s'est formé sur son visage. Xavier. Sa voix est sortie tremblante. Je suis resté immobile, ne sachant pas quoi ressentir. Colère, compassion, indifférence. Je ne sais pas si ce que je dis change le passé, a-t-il commencé d'une voix faible et fatiguée. Mais je n'ai jamais cessé d'être ton frère. Je pouvais sentir le poids de ces mots, mais cela ne faisait pas disparaître la douleur. Le regrettait-il? Peut-être. Mais le regret n'efface pas des années de souffrance. Je suis resté là, à le regarder, essayant de trouver quelque chose en moi qui s'en souciait encore. Et à ma grande surprise, je l'ai trouvé. Non. Je suis resté avec lui pendant quelques heures. Nous n'avons pas beaucoup parlé. La vérité est qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement. Mais au moins, j'étais là. Peut-être que ce serait suffisant. Peut-être qu'à la fin, Mathieu a enfin compris le poids de ses décisions. Quand j'ai quitté cet hôpital, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je n'avais plus besoin de porter ce fardeau. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais je ne le laisserais pas contrôler mon avenir. Et je pensais que c'était le dernier rebondissement de cette histoire. Mais le destin n'en avait pas fini avec moi. 1 an après la mort de Mathieu, ma vie a continué. Le restaurant prospérait. Ma relation avec Luciana était solide et, pour la première fois depuis longtemps, je ressentais la paix.
Mais même si tout allait bien, il y avait une ombre qui ne disparaissait jamais complètement. Isabelle. Je me demandais encore si elle pensait à moi. Si elle comprendrait un jour la vérité, si j'existais encore pour elle. Je n'ai pas cherché de nouvelles. Je ne voulais pas être à nouveau blessé. Pour moi, elle avait pris sa décision il y a 5 ans. Mais ensuite, un après-midi, mon passé s'est présenté à ma porte. J'ai entendu des coups hésitants à l'entrée du restaurant alors que j'arrangeais quelques tables. Je n'attendais personne, mais quand j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est presque arrêté. Elle était là, Isabelle. Pas l'adolescente en colère qui me regardait avec mépris ce soir-là, mais une jeune adulte aux yeux larmoyants et à l'expression pleine d'émotion. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, son visage disait tout. Mon premier instinct a été de fermer la porte. Je ne savais pas si j'étais prêt à revivre tout ça. Mais ensuite, elle a murmuré, « Papa, je suis désolé. » Le mot que je pensais ne plus jamais entendre sortir de sa bouche. Ma poitrine s'est serrée. Je suis resté immobile, incapable de réagir. Une partie de moi voulait la renvoyer, une partie de moi voulait la serrer dans mes bras et ne jamais la laisser partir. « Pourquoi es-tu ici, Isabelle ?» Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais, mais j'avais besoin de savoir. Elle a passé des années à me détester, maintenant soudain, il était là, m'appelant papa. Des larmes coulaient sur son visage. Parce que j'ai fait une erreur. Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer, la voix brisée par la culpabilité. J'ai passé des années à te blâmer, à te détester, mais maintenant je comprends. Tu n'as jamais été le méchant. Je ne voulais juste pas accepter la vérité. Mon cœur était lourd à chaque mot. J'ai attendu longtemps pour l'entendre, mais maintenant que ça arrivait, je ne savais pas quoi ressentir. Tu as choisi, Isabelle. Elle a choisi de croire au mensonge. Elle a hoché la tête, honteuse. Je sais. Et j'étais aveugle. Je voulais garder une famille parfaite dans ma tête, même quand tout était déjà brisé. Elle m'a regardé dans les yeux, désespérée. Mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux que te demander de me laisser faire partie de ton cadeau. J'ai gardé le silence pendant un long moment. Des années de douleur ne disparaissent pas en un instant. Mais je savais aussi que je l'aimais. Je l'ai toujours aimé. La vérité est que la parentalité n'est pas seulement une question d'ADN. C'est une question de qui était là, qui s'est battu, qui n'a jamais abandonné. Isabelle, après tout, était toujours ma fille, peu importe qui l'avait mise au monde. Et peut-être, juste peut-être, j'étais prêt à reconstruire ce qui était brisé. Je l'ai regardé et j'ai finalement soupiré. Ce ne fut pas un pardon immédiat, ce ne fut pas une étreinte dramatique, mais c'était un début. Les premières rencontres entre Isabelle et moi ont été étranges. Il y avait un fossé de 5 ans entre nous, un espace rempli de douleur, de ressentiment et de silence. Elle ne savait pas comment m'approcher et je ne savais pas si j'étais prêt à la laisser entrer à nouveau. Mais le simple fait qu'elle soit revenue signifiait quelque chose. Au début, nous parlions peu. Elle venait au restaurant, s'asseyait à une table discrète et me regardait travailler. C'était comme si elle essayait de comprendre qui j'étais maintenant. Et pour être honnête, j'essayais aussi de comprendre qui elle était devenue. Était-elle toujours ma fille ou le temps et la douleur l'avaient-ils transformée en quelqu'un d'autre? Petit à petit, les conversations sont devenues plus longues. Elle m'a parlé de l'université, des défis de la vie d'adulte, de la façon dont elle avait appris par la douleur ce qui comptait vraiment. Mais le moment le plus difficile est venu lorsque nous avons parlé du passé. J'étais une adolescente stupide et blessée, papa. Ses mots sont sortis tremblants et ses yeux se sont remplis de larmes. Je voulais tellement blâmer quelqu'un et tu étais le choix le plus facile. Parce que si j'acceptais la vérité, cela signifiait que tout ce que je savais était un mensonge. Et j'ai compris, car au fond, je voulais aussi blâmer quelqu'un quand tout est arrivé. Mais le temps nous apprend que la vérité n'est jamais aussi simple. Elle a passé des années à croire que j'étais le méchant et maintenant, elle était là, demandant une chance de reconstruire ce qui était brisé. J'ai demandé des nouvelles de Gabrielle et son expression a changé. Elle ne s'est jamais complètement pardonnée. Isabelle a soupiré, tripotant la serviette sur la table. Elle pensait qu'être avec Mathieu rendrait tout cela valable, mais à la fin, elle a perdu encore plus. Il était mort et Gabrielle avait passé les dernières années à essayer de ramasser les morceaux d'une vie qu'elle avait elle-même détruite. Je ne ressentais plus de colère, juste une lassitude silencieuse. Certaines blessures ne guérissent pas complètement, mais le temps les rend moins douloureuses.
Je ne voulais plus porter de haine dans mon cœur. Isabelle a remarqué mon expression et a hésité avant de demander. Ressens-tu encore quelque chose pour elle? Je pense que ce que je ressentais est mort il y a longtemps. Au fil du temps, Isabelle et moi avons reconstruit notre relation. Ce n'était pas facile, mais c'était vrai. Elle venait au restaurant chaque semaine, essayait de nouveaux plats et se souvenait des moments heureux de son enfance. Le passé ne pouvait pas être changé, mais le présent était encore entre nos mains. Un jour, elle est entrée dans la cuisine, a pris un tablier et a souri. « Apprends-moi à cuisiner comme toi. » J'ai ri pour la première fois depuis des années. Elle essayait et moi aussi. Et là, dans la chaleur de la cuisine, entre les casseroles et les rires, j'ai réalisé que notre connexion n'avait jamais complètement disparu. Elle attendait juste d'être sauvée. Mais la réconciliation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a eu des moments difficiles, des conversations difficiles et des larmes inattendues. Parfois, je sentais encore la cicatrice de la trahison palpiter et Isabelle portait encore le poids de la culpabilité de m'avoir rejeté. Mais la question est une question de présence, de soin, d'amour inconditionnel. Aujourd'hui, quand je regarde Isabelle, je ne vois pas seulement ma fille, mais aussi une femme forte, capable d'apprendre de ses erreurs et de recommencer. Et à la fin, c'est peut-être ce qui compte vraiment. J'ai un jour perdu ma famille, mais j'ai eu la chance de la reconstruire. Et cette fois, sur la base de la vérité et du respect.